Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire le cours de l'intégrale simple et calcul intégral. Le plan est divisé en trois parties. La première partie, intégrale simple. On va définir qu'est-ce que c'est une primitive d'une fonction, intégrale d'une fonction continue, et on va énoncer le théorème fondamental de l'analyse. La deuxième partie, c'est le calcul intégral. Ça va se faire par primitive des fonctions usuelles, ou bien par la méthode d'intégration par partie, ou bien par la méthode d'intégration par changement de variable, et aussi on va procéder à intégrer des fonctions rationnelles. Et la dernière partie, on va appliquer des méthodes d'intégration qu'on a vues sur des exercices. Alors, qu'est-ce que c'est une primitive d'une fonction? Soit f une fonction définie sur un intervalle i de r, on appelle primitive de petit f sur i toute fonction grand F définie sur i, telle que f est dérivable et f' c'est égal à f sur i. Alors, chers étudiants, f' c'est égal à f. Donc, grand F, c'est la primitive de f et petit f, c'est la dérivée de grand F. La question qui se pose, quand est-ce que la primitive existe? Alors, soit f une fonction continue sur un intervalle i de r, alors f admet des primitives sur i. Donc, si f est continue, elle admet des primitives. Ça veut dire qu'il y a une infinité de primitives. Quelle est la relation entre ces primitives? Alors, si f1 et f2 sont deux primitives de petit f, alors la fonction f1 moins f2 est constante. Alors, la différence entre deux primitives d'une fonction continue, c'est que la différence est égale à une constante. Alors, qu'est-ce que c'est une intégrale d'une fonction continue? Soit f une fonction continue sur un intervalle AB fermé de R et grand F une primitive de f sur AB. On appelle l'intégrale de f de A à B le réel noté l'intégrale ABFT dt définie par l'intégrale ABFT dt, c'est égal à la primitive de petit f. Elle existe car petit f est continu sur l'intervalle fermé AB. C'est égal à f de b moins f de a. Donc, quelle est la relation entre une intégrale simple et la primitive? C'est celle-ci, c'est que l'intégrale ABFT dt, c'est égal à f de b moins f de a. C'est un réel puisque f est défini en b et f est défini en a. Alors, le réel, l'intégrale ABFT dt ainsi définie, ne dépend pas de la primitive choisie. Ça veut dire si f admet de primitives f1 à f2, alors l'intégrale ABFT dt, c'est égal à f1 de b moins f1 de a, et c'est égal à aussi f2 de b moins f2 de a. Alors maintenant, le théorème fondamental de l'analyse, soit f une fonction continue sur un intervalle i de r, toujours, chers étudiants, on insiste sur la continuité de la fonction pour que la primitive existe, et A appartenant à I. Alors, la fonction grand F définie sur I par f de x est égal à l'intégrale à x ft dt est l'unique primitive de petit f sur I qui s'annule en A. Alors, f est continue sur un intervalle I et A appartenant à I. Alors, quelle est l'unique primitive de petit f qui s'annule en A? Elle s'écrit sous la forme l'intégrale à x ft dt. Elle existe parce que f est continue. C'est l'unique primitive de petit f qui s'annule au point A. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que toute primitive peut s'écrire sous cette forme? La réponse est dans cette remarque, non. Parce que la primitive de petit f sur i n'est pas nécessairement celle qui s'annule en certains points. À titre d'exemple, la fonction exponentielle. Pas toute primitive s'écrit sous la forme l'intégrale à x ft dt, parce que pas toute primitive s'annule en un point. Par exemple, l'exponentielle ne s'annule pas, donc l'exponentielle ne peut jamais s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire sous la forme ax ft dt. Alors maintenant, pour le calcul intégral. Alors, pour intégrer une fonction, on va voir est-ce qu'elle est usuelle ou non. Alors, les primitives des fonctions usuelles sont les suivantes. On a la primitive de u' de x exponentielle u de x, c'est égal à exponentielle de u plus une constante. C'est-à-dire, si on dérive l'exponentielle de u, c'est exactement u' exponentielle de u. On ajoute la constante parce qu'il y a une infinité de primitives. N'oubliez pas, il faut toujours ajouter la constante parce que toute fonction continue admet une infinité de primitives. La même chose. L'intégrale u' sur u, c'est exactement le logarithme valeur absolue de u. La primitive de u' sur u, c'est log valeur absolue de u. Parce que log, il est défini sur 0 plus l'infini ouvert. La primitive de u' de x u alpha, c'est u alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus une constante dans le cas où alpha différent de moins 1. Bien sûr, dans le cas où alpha est égal à moins 1,
on se ramène au deuxième primitive, qui est U' sur U, qui est égal à log de valeur absolue de U. La primitive de U' cos U, c'est sinus de U plus une constante. La primitive de U' sinus de U, c'est moins cos de U plus une constante. La primitive de U' sur 1 plus U au carré, c'est arc tangent de U plus une constante. La primitive de U' sur racine 1 moins U au carré, c'est arc sinus de U plus une constante. Et la dernière, l'intégrale moins U sur racine 1 moins U au carré, c'est arc cosinus de U plus une constante. Ça veut dire arc cosinus de U, c'est la primitive de moins U' sur racine 1 moins U au carré. Donc, chers étudiants, il faut maîtriser ces primitives des fonctions qui sont usuelles parce qu'ils vont nous aider à intégrer plusieurs fonctions. Alors, la deuxième méthode, c'est l'intégration par partie. Alors, soit f et g de fonctions de classe C1 sur l'intervalle fermé AB. Alors, l'intégrale AB ftg' de t dt, c'est égal à ftgt AB, moins l'intégrale AB f' de t gt dt. Alors, pourquoi l'intégration par partie? Ça veut dire, on veut par exemple intégrer un produit. Alors, si on arrive à l'écrire sous cette forme, ça veut dire chercher la primitive dans l'unité. Par exemple, si on veut intégrer, par exemple, fh, l'intégrale de AB fh. Alors, si on cherche une primitive de h, ça veut dire on y écrit h sous la forme g', alors on peut l'écrire sous cette forme. Et donc, on peut se ramener d'une intégrale qui est difficile à calculer à une intégrale d'une fonction qui est usuelle. Et ainsi, on calcule l'intégrale AB ftg' t de t en utilisant l'intégration par partie, mais ceci nécessite que f et g soient de classe 1. Ça veut dire même f' et g' doivent être continus, bien sûr, pour l'intégrale AB, fg' dt a un sens. Alors, une deuxième méthode, c'est l'intégration par changement de variable, soit f de AB vers R continu, et soit g de alpha bêta vers AB de classe 1, avec g alpha est égal à A, et g de bêta c'est égal à B. Alors, l'intégrale AB f de x d de x, c'est égal à l'intégrale g alpha g de bêta de f de x et d de x, bien sûr parce que g de alpha est égal à A et g de bêta est égal à B, c'est égal à l'intégrale de alpha à B f gt g' de t d de t. Alors, la transformation x est égal à gt s'appelle le changement de variable. On effectue les trois substitutions suivantes, lesquelles? D'abord, on remplace x par gt. Deuxièmement, d de x est égal à g' de t dt. Ici, même si on dit que g de classe 1, c'est une bijection, parce que ça doit être que g est strictement monotone, continu est strictement monotone. Donc, d de x, g' ne doit pas s'annuler. Et on change les bornes d'intégration. Quand t c'est égal à alpha, alors x est égal à g de alpha. Quand t c'est égal à bêta, alors x est égal à g de bêta, puisque g alpha bêta est inclus dans AB. Donc, l'idée du changement de variable, c'est de chercher la bonne fonction avec laquelle on va changer de variable. Et après, on peut se ramener d'une intégrale difficile à calculer à une intégrale qu'on peut calculer facilement en utilisant, par exemple, les primitives des fonctions usuelles. Alors, une autre méthode, c'est aussi l'intégration des fonctions rationnelles. Soit f, ici, on considère que f est une fonction rationnelle de la forme px sur q de x. Alors, p et q sont deux polynômes réels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On effectue la décomposition en fractions simples. Et puis, on intègre chaque élément obtenu. Quand on fait la décomposition en éléments simples, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la partie entière, les éléments de première espèce qui sont sous cette forme, 1 sur x moins a à la puissance n, et les éléments du seconde espèce qui sont de la forme bêta x plus gamma sur x au carré plus bx plus c la puissance n. Je répète, quand on fait la décomposition en éléments simples, on peut obtenir la partie entière, les éléments de première espèce qui sont les suivants et les éléments de deuxième espèce. Alors, pour intégrer les éléments de première espèce, ça veut dire la forme 1 sur x moins a la puissance n d de x, c'est une primitive d'une fonction usuelle de la forme u' u alpha plus 1. D'accord? Avec alpha ici, c'est égal à moins n. Et donc, on peut intégrer directement, c'est égal à moins 1 sur n moins 1 x moins a n moins 1 plus une constante
dans le cas où n est différent de 1. Dans le cas où n est égal à 1, c'est égal à logarithme valeur absolue x moins 1 plus une constante. Donc, les éléments de premier espèce, c'est une primitive d'une fonction usuelle qu'on a vue. De la forme, l'intégrale u' u alpha de x, ou bien u', l'intégrale de u' sur u. Maintenant, pour les éléments de seconde espèce, de la forme bêta x plus gamma sur x au carré plus bx plus c à la puissance n, avec b carré moins 4c inférieur strictement à 0. b carré moins 4c, c'est le discriminant de x carré plus bx plus c. Ça veut dire, dans ce cas, pour les éléments du seconde espèce, le polynôme x carré plus bx plus c n'admet pas de racine réelle. Parce que dans le cas où elle admet des racines réelles, ça veut dire dans le cas où delta supérieur strictement à 0, son discriminant bêta carré moins 4c supérieur strictement est égal à 0, il peut se ramener à, cet élément peut se ramener à l'élément de première espèce. Donc ici, on s'intéresse au cas où x carré plus bx plus c n'admet pas de racine réelle. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'écrire sous forme d'un produit. Alors, comment on va intégrer cette fonction? D'abord, on écrit x au carré plus bx plus c sous la forme x moins p carré plus q carré avec q différent de 0. Ça veut dire qu'on cherche p et q de façon à écrire x carré plus bx plus c sous cette forme. Il n'y a rien. X moins p carré, c'est x carré moins 2px plus p carré plus q carré. Et on fait l'identification de deux polynômes. On trouve p et q. D'accord? La deuxième étape, on fait le changement de variable x est égal à p plus qt. Le p et q qu'on a trouvé, on va faire le changement de variable x est égal à p plus qt. Alors dans ce cas, x au carré plus bx plus c, ça va s'écrire sous la forme q carré t carré plus 1. C'est bien clair? Et donc, si on calcule l'intégrale bêta x plus gamma sur x carré plus bx plus c à la puissance n d de x, ça va être égal à bêta prime l'intégrale t sur t au carré plus 1 à la puissance n dt plus gamma prime dt sur t au carré plus 1 à la puissance n. Avec bêta prime, c'est égal à bêta sur q, la puissance 2n moins 2, et gamma prime, c'est égal à bêta p plus gamma sur q 2n moins 1. Alors, je vous conseille, chers étudiants, de refaire ce calcul. Il est simple pour que vous compreniez bien. Alors, si on écrit x carré plus bx plus c sous la forme x moins p carré plus q carré, et on fait le changement de variable x est égal à p plus qt, vous allez obtenir la somme de deux intégrales. On va les nommer. Celui-ci, on va le nommer Jn, il dépend de n, et celui-ci, on va le nommer In. Donc, pour intégrer l'élément du second espèce, qu'est-ce qu'il faut? Il faut intégrer t sur t au carré plus 1 à la puissance n et intégrer 1 sur t au carré plus 1 à la puissance n. On va le faire maintenant. Donc, on va poser In, c'est égal à 1 sur t au carré plus 1 à la puissance n dt. Et Jn, c'est égal à l'intégrale de t sur t au carré plus 1 à la puissance n dt. Ce sont des intégrales qu'on a trouvées après le changement de variable qu'on a fait. Alors, on commence par le moins difficile, qui est le calcul de Jn. Jn, c'est égal à 1 sur 2, l'intégrale de t sur t au carré plus 1 à la puissance n. Ça veut dire qu'on a réécrit Jn sous cette façon. On a multiplié par 2. Alors, pourquoi? Pour se ramener à une primitive d'une fonction usuelle. Ça veut dire de la forme. Alors, remarquez, chers étudiants, ici, que la dérivée de t au carré plus 1, c'est exactement de t. Donc, dans le cas où n différent de 1, on va se ramener à l'intégrale, par exemple, de u sur un. Ça veut dire u' à la puissance moins n. Donc, c'est une primitive usuelle qu'on peut calculer facilement. Elle est de la forme moins 1 sur 2n moins 1, t au carré plus 1 à la puissance n moins 1, plus une constante. N'oubliez pas la constante, parce qu'il y a une infinité de primitives. Ça, dans le cas où n différent de 1. Dans le cas où n est égal à 1, on se ramène à l'intégrale de u' sur u. C'est exactement le logarithme valeur absolue de u. Et donc, 1 sur 2, ln, t au carré plus 1. Ici, on n'a pas mis la valeur absolue parce que t au carré plus 1 est strictement positif, plus une constante. Donc, pour calculer Jn,
il n'y a pas un problème, c'est une primitive usuelle. Alors la difficulté se pose pour le calcul de IN, qui est l'intégrale dt sur t au carré plus 1 à la puissance n. Alors, on sait bien que I1, c'est égal à l'intégrale de dt sur t au carré plus 1, c'est une primitive usuelle, c'est égal à arc tangent de t plus une constante. Alors, il reste à calculer I1 pour n supérieur ou égal à 2. Alors, pour calculer IN plus 1, il suffit de calculer IN en utilisant une intégration par partie. D'accord? Par exemple, pour calculer I2, on fait une intégration par partie dans I1. Pour calculer I3, on fait une intégration par partie dans I2. Donc, en général, on va voir ce qu'on va faire. Pour n supérieur ou égal à 10, 2, IN, c'est égal dt sur t au carré plus 1 à la puissance n. Donc, pour pouvoir appliquer la méthode de l'intégration par partie, il faut réécrire le produit sous forme fg'. Donc, on remarque que t' est égal à 1. Donc, on a écrit IN sous la forme t' sur t au carré plus 1 à la puissance n dt. On applique la formule de l'intégration par partie. C'est égal à t sur t au carré plus 1 à la puissance n, plus 2n l'intégrale t au carré sur t au carré plus 1 à la puissance n plus 1 dt. Je rappelle, l'intégrale de AB fg', c'est égal à fg entre a et b, moins l'intégrale f, moins f' g dt. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, ceci est égal à t sur t au carré plus 1 à la puissance n, plus 2n. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez ajouter 1 et le retrancher. D'accord? Quand vous appliquez la formule de l'intégration par partie, vous allez ajouter 1 et le retrancher. Donc, ici, on a ajouté 1, t au carré plus 1 sur t au carré plus 1 à la puissance n plus 1, moins 1 sur t au carré plus 1 à la puissance n plus 1. Pour faire apparaître quoi? Pour faire apparaître IN et IN plus 1. Alors, on obtient t sur t au carré plus 1 à la puissance n. Ceci est exactement IN. Ça veut dire l'intégrale de dt sur t au carré plus 1 à la puissance n. Et ceci, c'est exactement IN plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? IN, c'est égal à t sur t au carré plus 1 à la puissance n plus 2n IN moins IN plus 1. Et donc, on obtient une relation de récurrence entre IN et n plus 1. Ça veut dire 2n IN plus 1, c'est égal à 2n moins 1 IN plus t sur t au carré plus 1 à la puissance n. Et donc, par conséquent, IN plus 1 s'écrit en fonction de IN. IN plus 1, c'est égal à 2n moins 1 sur 2n IN, plus 1 sur 2n, t sur t au carré plus 1 à la puissance n supérieur ou égal à 2. Bien sûr, dans le cas où n est égal à 1, I1, c'est égal à arc tangent de t plus une constante. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer IN plus 1? On fait une intégration par partie dans IN. On obtient une relation de récurrence entre IN et IN plus 1. Et puisqu'on a I1, alors on peut calculer facilement I2, I3, ça veut dire les IN pour n supérieur ou égal à 2. Donc, voici comment on intègre l'élément de deuxième espèce. Ça veut dire qu'on fait un changement de variable, on trouve deux intégrales, les JN et les IN. Les JN, ce sont des primitives des fonctions usuelles, faciles à calculer. Et pour calculer les IN, on a déjà I1. Pour calculer IN plus 1, on fait une intégration par partie en IN et on trouve une relation entre IN et IN plus 1. Alors, une petite application de ce qu'on a vu. Alors, par exemple, si on veut chercher la primitive de x3 plus 1 sur x1 moins x moins 2 d de x. Alors, la première des choses, on remarque que le degré de x3 plus 1, c'est supérieur strictement au degré x carré moins x moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la division euclidienne de x3 plus 1 par x au carré moins x moins 2. C'est-à-dire ici, on va décomposer en éléments simples. Alors, quand on fait la division euclidienne, qu'est-ce qu'on trouve? Que x3 plus 1 sur x au carré moins x moins 2, c'est égal à x plus 1 plus 3x plus 3 sur x au carré moins x moins 2. D'accord? X plus 1, c'est la partie entière. Alors, comme le polynôme x carré moins x moins 2 a deux racines, qui sont moins 1 et 2, alors on réécrit x au carré moins x moins 2 sous la forme x plus 1, x moins 2. Et donc, on a la fraction
x3 plus 1 sur x carré moins x moins 2, c'est égal à x plus 1, plus 3x plus 3 sur x plus 1, x moins 2. D'accord? On a réécrit x carré moins x moins 2 sous cette forme, qui est égal à x plus 1 plus 3 sur x moins 2 plus que 3x plus 3, c'est égal à 3x plus 1. Donc, ce qui reste, x plus 1 plus 3 sur x moins 2. Donc, on a fait la décomposition en éléments simples. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une partie entière et on a trouvé l'élément de première espèce. D'accord? Alors, l'intégrale de x3 plus 1 sur x2 moins x moins 2 d de x, c'est égal. X plus 1, sa primitive, c'est x carré sur 2 plus x, usuel, plus 3 sur x moins 2, qui est 3, logarithme, valeur absolue de x moins 2, plus une constante. D'accord? Ça, c'est un type dont le cas où degré de P est supérieur strictement à degré de Q. Si la fraction de la forme P sur Q. Alors, un deuxième exercice, dans le cas où degré de P est inférieur strictement à degré de Q, ça veut dire ici, on veut chercher la primitive de x moins 7 sur x carré plus 4x plus 13 au carré, d de x. Alors, je répète la remarque, degré x moins 7 inférieur à degré x carré plus 4x plus 13 au carré, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la division euclidienne. Alors, le polynôme x carré plus 4x plus 13 n'a pas de racine réelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le réécrit sous la forme x moins p carré plus q carré. Alors, un simple calcul, donc P, c'est égal à moins 2, et Q, ça va être 3 ou moins 3. Alors, on va faire le changement de variable. X est égal à P plus QT. On a choisi le Q est égal à 3, 3T moins 2. Alors, quand on fait le changement de variable, l'intégrale x moins 7 x carré plus 4x plus 13 au carré, alors on trouve est égal à 1 sur 9, l'intégrale t sur t au carré plus 1 carré dt, moins 1 sur 3, l'intégrale dt sur t au carré plus 1 carré. Ça, c'est le J2 du cours. Et ça, c'est le I2 du cours. Alors, pour le J2, c'est une primitive usuelle. L'intégrale t sur t au carré plus 1 carré, c'est égal à moins 1 sur 2, 1 sur t au carré plus 1 plus une constante. Reste à calculer I2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pour calculer I2, il faut faire une intégration par partie dans I1. Ça veut dire, ici, on revient, ici, on calcule l'intégrale dt sur t au carré plus 1 en utilisant une intégration par partie. Ça, c'est I2. Pour le calculer, on fait une intégration par partie dans I1, dt sur t au carré plus 1. On l'a réécrit sous forme t' sur t au carré plus 1 dt. Ça veut dire, vous suivez ce qu'on a fait dans le cours. D'accord? Et c'est égal à t sur t au carré plus 1 plus 2 l'intégrale t au carré sur t au carré plus 1 au carré dt. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter 1 et retrancher 1. Alors, vous trouvez t sur t au carré plus 1 plus 2 l'intégrale t au carré plus 1 sur t au carré plus 1 carré dt moins 2 l'intégrale dt sur t au carré plus 1. Ça veut dire pour faire apparaître le I1 et le I2. Et ainsi, vous trouvez une relation de récurrence entre I2 et IA. Donc, vous allez trouver, ça c'est le I2 du cours, l'intégrale 1 sur t au carré plus 1 carré dt, c'est égal à 1 sur 2 t sur t au carré plus 1 sur 2, l'intégrale dt sur t au carré plus 1 qui est exactement arc tangent de t plus une constante. Donc, on a pu intégrer ceci pour revenir ici, pour revenir à x. Alors, on a déjà effectué le changement de variable. Ici, on a déjà effectué le changement de variable x est égal à 3t moins 2. Donc, t c'est égal à x plus 2 sur 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Alors ici, on remplace t par x plus 2 sur 3. Et donc, on trouve la primitive en remplaçant ici par le changement de variable qu'on a fait. D'accord? C'est comme ça qu'on intègre une fonction rationnelle. Alors, maintenant, on va appliquer des méthodes qu'on a vues. Ça veut dire des méthodes on a vu les méthodes de calcul des primitives, ou bien des méthodes d'intégration par partie, ou bien méthodes de changement de variable, ou bien sûr des méthodes pour intégrer une fonction rationnelle pour des formes suivantes. Alors, soit f une fonction rationnelle, les intégrales suivantes se ramènent aux intégrales des fonctions rationnelles. Ça veut dire l'intégrale de la forme f exponentielle de x d de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait t est égal à exponentielle de x. Donc, x est égal à ln de t et d de x est égal à 1 sur t dt. Donc, l'intégrale f exponentielle de x d de x se ramène à l'intégrale f t sur t dt. Ça veut dire se ramène
à l'intégration d'une fonction rationnelle. C'est-à-dire ici, on a fait le changement de variable et on se ramène à l'intégration d'une fonction rationnelle. La même chose, la forme f cosinus de x, sinus de x, d de x, on pose t est égal à cosinus de x, alors x est égal à arc cosinus de t, et d de x est égal à moins 1 sur racine à moins t au carré. Et sinus de x est égal à racine à moins t au carré. Donc, on a l'intégrale f cosinus de x, sinus de x, c'est égal moins l'intégrale ft dt. Donc, on a fait le changement de variable t est égal à cosinus de x, on se ramène à l'intégration d'une fonction rationnelle. Ici, quand on a la forme f sinus de x, cosinus de x, d de x, on fait le changement t est égal à sinus de x. Alors, x est égal à arc sinus de t, d de x est égal à 1 sur racine à moins t carré dt, et cosinus de x est égal à racine à moins t carré. Et donc, on a l'intégrale f sinus de x, cosinus de x, d de x se ramène à l'intégrale de ft dt. Quatrièmement, si on a l'intégrale f tangente de x, ça veut dire ici toujours la composée d'une fonction rationnelle avec une fonction trigonométrique. Alors, par exemple, on pose t est égal à tangente de x. Alors, x est égal à arc tangente de t, d de x est égal à 1 sur 1 plus t carré dt, sinus de x est égal à t sur racine 1 plus t carré, et cosinus de x est égal à 1 sur racine 1 plus t carré. Et donc, on se ramène à de f tangente de x, d'intégrer f tangente de x à intégrer ft sur 1 plus t au carré. Ça veut dire, quitte à faire des changements de variables, on se ramène d'une intégrale qui est peut-être difficile à calculer à l'intégration d'une fonction rationnelle qu'on a su comment l'intégrer. Même chose pour la cinquième forme, l'intégrale f sinus de x cosinus de x, c'est une fonction à deux variables. Alors on pose t c'est égal à tangente x sur 2, alors x est égal à 2 arc tangente de t, d de x est égal à 2 sur 1 plus t carré, sinus de x est égal à 2t sur 1 plus t carré, et cosinus de x est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Donc on a l'intégrale de cette fonction de deux variables peut se ramener à de l'intégrale f de t sur 1 plus t carré, 1 moins t carré sur 1 plus t carré, et dt sur 1 plus t carré. Donc, la philosophie de la chose, c'est que quel est le changement de variable adéquat pour ramener une intégrale peut-être difficile à calculer à une intégration d'une fonction rationnelle.